Salut et bienvenue dans ce tutoriel consacré au Big Data. Cette première vidéo consacrée à identifier et à comprendre l'émergence du Big Data. Commençons d'abord par l'identification des points forts des bases de données relationnelles. Donc, à la naissance de l'informatique, plusieurs modèles de stockage de l'information sont explorés, comme les modèles hiérarchiques ou réseaux. Mais c'est finalement le modèle relationnel qui l'emporte dans les années 1970, car c'est lui qui permet de mieux assurer le contrôle de l'intégrité des données grâce à un modèle théorique puissant et simple. En fait, la représentation relationnelle se fonde sur la décomposition de l'information, c'est-à-dire l'organisation des données en table. Alors, la représentation relationnelle permet d'être très performante pour répondre à des questions, ce qu'on appelle aussi des requêtes, et des mises à jour ciblées. C'est donc une bonne solution dans un contexte transactionnel qui comprend de nombreux accès ciblés à la base. L'utilisateur accède à la base de données grâce à un langage de requête déclaratif SQL sans se soucier de la manière où ces requêtes vont s'exécuter. Un autre atout des bases de données relationnelles est qu'elles permettent la gestion des transactions. Donc il s'agit d'un ensemble d'opérations considérées comme atomiques. Alors, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des opérations d'une transaction soit exécutées en bloc entier, soit annulées en bloc. Les transactions des SGBD relationnelles respectent les propriétés de ce qu'on appelle acide. Donc A veut dire atomique, C veut dire cohérence et I veut dire isolation et durabilité. Alors, ça veut dire quoi atomique? Donc, nous avons dit qu'une transaction est une suite d'opérations, ou bien une séquence. Donc, atomique veut dire que la séquence d'opérations est indivisible. C'est-à-dire, en cas d'échec en cours d'une des opérations, la suite d'opérations doit être complètement annulée, quel que soit le nombre d'opérations déjà réussies. Alors, cohérence, le contenu de la base de données à la fin de la transaction doit être cohérent, et ça c'est le principe d'ailleurs des bases de données. Donc, j'ai dit qu'il doit être cohérent sans pour autant que chaque opération durant la transaction donne un contenu cohérent. Un contenu final incohérent doit entraîner quoi? Donc, c'est l'échec et l'annulation de toute opération de la transaction. Alors, I pour isolation, donc lorsque vous avez deux transactions A et B, donc qui sont exécutées en même temps, alors les modifications effectuées par A ne sont ni visibles par B, ni modifiables par B, tant que la transaction A n'est pas terminée et validée. Et D pour durabilité ou bien durable, donc une fois validé, l'état de la base de données doit être donc permanent et aucun incident technique, par exemple un crash, ne doit pouvoir engendrer une annulation des opérations effectuées durant la transaction. Donc ça c'est le principe de ACID. Alors maintenant passons aux faiblesses d'une base de données relationnelle. Donc, en revanche, la représentation relationnelle n'est plus une bonne solution pour des accès globaux à la base, puisqu'il faut alors effectuer beaucoup de jointures pour reconsolider l'ensemble de l'information. Donc, c'est le problème posé par le décisionnel. Donc, le modèle relationnel est peu performant pour les agrégats. Un autre problème lié au SGBD relationnel est ce qu'on appelle la distribution des données sur plusieurs serveurs. Les SGBD relationnels offrent des possibilités très limitées de distribution. Aussi, les propriétés acides vues précédemment entraînent de sérieux surcoûts en latence, accès disque, temps CPU, on parle ici de verrou ou bien journalisation, etc. Alors, face aux limites des bases de données devant certaines situations, donc il y a plusieurs solutions qui sont envisageables
il y a ce qu'on appelle le data warehouse et il y a aussi ce qu'on appelle le big data. Alors, passons maintenant au data warehouse. Donc, data warehouse ou data warehouse, c'est le lieu de stockage des données provenant des bases externes servant à l'aide à la décision. Donc, on pourrait se demander pourquoi ne pas utiliser un système de gestion de bases de données pour réaliser cette structure d'informatique décisionnelle. En réalité, un SGBD et Data Warehouse ont des objectifs différents. Alors, de quoi s'agit-il ici? Donc, ils stockent les données de manière différente et font l'objet de requêtes différentes. Ils sont ainsi basés sur deux systèmes différents, ce qu'on appelle OLTP et OLAP. Alors, essayons de comprendre ce que c'est OLTP. Donc, OLTP, c'est Online Transaction Processing. C'est le modèle utilisé par les SGBD relationnels. Donc, le mode de travail est transactionnel. L'objectif est de pouvoir insérer, modifier et interroger rapidement et en sécurité la base. Ces actions doivent pouvoir être effectuées très rapidement par de nombreux utilisateurs simultanés. Chaque transaction, donc, il travaille sur de faibles quantités d'informations et toujours sur les versions les plus récentes des données. Alors, les data warehouse, eux, reposent sur un système qui s'appelle OLAP, Online Analytical Processing. Donc, ce système travaille en lecture seule. Donc, ça, c'est une première différence. Contrairement à LTP, donc, c'est une opération qui se passe en lecture et en écriture. Donc, j'ai dit que les data warehouse, eux, reposent sur le système OLAP. Donc, ce système travaille en lecture seule. Les programmes consultent d'importantes quantités de données pour procéder à des analyses. Les objectifs principaux sont regrouper, organiser des informations provenant des sources diverses, les intégrer et les stocker pour donner à l'utilisateur une vue orientée métier, retrouver, analyser l'information facilement et rapidement. Cela nécessite de consulter des versions historiques de la base et peut se permettre d'ignorer temporairement les dernières mises à jour. Alors, ces bases sont souvent d'un ordre de grandeur nettement supérieur à celle des bases OLTP, c'est-à-dire des bases de données relationnelles. Pourquoi? Du fait de la conservation d'historique. Alors, parlons maintenant de l'émergence du Big Data. Donc, le passage au XXIe siècle a vu les volumes de données manipulés par certaines entreprises ou organisations, notamment ceux en rapport avec Internet, augmenter considérablement. Le volume de données compte maintenant en pétaoctets. Alors, on parle de 1000 téraoctets. La gestion et le traitement de ces volumes de données sont considérés comme un nouveau défi de l'informatique. Et les moteurs de base de données relationnels traditionnels, hautement transactionnels, semblent totalement dépassés. Ainsi est né ce qu'on appelle le Big Data. Alors, prenons un exemple de Amazon. Donc, Amazon est une plateforme, une plateforme indisponible, ne serait-ce que quelques minutes et inenvisageable, car il causera la perte de dizaines de milliers de commandes. Donc, la priorité maintenant absolue est donc donnée aux performances et à la disponibilité. Alors, celle-ci assurée aujourd'hui par la mise en œuvre d'architectures distribuées sur des centaines, voire des milliers de machines. Dans un tel contexte, parvenir à parfaire, par exemple, l'intégrité des données et une stricte isolation des transactions est extrêmement difficile et coûteux. Alors, le volume des échanges d'informations nécessaires pour parvenir à une synchronisation parfaite des nœuds d'un SGBD distribué limite en effet le nombre de serveurs à quelques dizaines. Donc, il faut noter, c'est important. Donc, je viens de dire que dans une base de données relationnelle, donc on peut pas trouver un nombre important de serveurs. Il s'agit de quelques dizaines.
De manière encore plus significative, l'ancienne exigence de cohérence de données ne correspond souvent plus aux priorités du business. Alors, c'est quoi le big data? Donc, de façon très simplifiée, donc big data signifie méga données ou grosses données ou encore données massives. Alors, le big data désigne un ensemble très volumineux de données que les SGBD classiques ne peuvent pas vraiment travailler. En effet, nous procréons environ 2,5 trillions d'octets de données tous les jours. Ce sont les informations provenant de partout, messages que nous nous envoyons, vidéos que nous publions, informations climatiques, enregistrements transactionnels d'achat en ligne et bien d'autres encore, etc., etc. Ces données sont baptisées ce qu'on appelle big data au volume massif de données. Alors, les géants du web au premier rang de données sont baptisés comme Yahoo. Donc, on trouve les géants, on parle de Yahoo, Facebook et Google. Donc, ont été les premiers à déployer ce type de technologie. Alors, NoSQL ou bien NoSQL. Alors, NoSQL, c'est l'acronyme de Not Only SQL. Ce terme désigne les systèmes de gestion de bases de données conçus pour prendre en charge de larges volumes de données, n'ayant pas de structure ou de schéma, contrairement aux bases de données relationnelles qui sont structurées, organisées en des tables avec des contraintes d'intégrité, etc. Donc, NoSQL ou NoSQL, ça concerne des systèmes de gestion de bases de données qui sont pas structurés, qui n'ont pas de schéma. D'accord? Alors, les bases de données NoSQL sont généralement bien adaptées au système Big Data pour leur flexibilité et leur architecture. Il existe plusieurs solutions qui peuvent entrer en jeu pour optimiser le temps de traitement sur des bases de données géantes, donc à savoir les bases de données NoSQL comme MongoDB, Cassandra ou Redis. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette première vidéo qui identifie l'émergence du Big Data. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.